Ils posent des problèmes dans toutes les villes où ils s'implantent. Ils sont incapables de garder un travail. Ils sont violents. Ils bafouent constamment la loi et négligent leurs enfants. Ils boivent beaucoup trop et leur moralité ferait honte aux animaux. Ils sont incapables de vivre dans un monde civilisé. Oula! Oula! Et ben voilà une vidéo qui commence bien. Alors à votre avis, de qui est-il question ici? Non, répondez pas en fait, répondez pas. Alors, pas de suspense, je vais vous le dire tout de suite d'ailleurs. Ce discours, il concernait, on va pas tourner autour du pot, des personnes de couleur blanche. Alors un peu de contexte, ce discours, il a été tenu en 1956 à Indianapolis. Alors, Indianapolis, c'est ici. Et vous allez voir que si je vous montre la carte, c'est pas juste pour faire joli. Enfin bref, oui, ce discours concerne les Blancs, et plus exactement, les Blancs du sud des États-Unis. Bon, mais alors, quel est le lien avec le titre de cette vidéo? Est-ce que Modin vous aurait encore fait un de ces titres putaclic dont il a le secret? Eh ben non, pas cette fois. Donc je maintiens mon titre, les Noirs américains ne sont pas ceux que vous croyez. Maintenant, si je vous disais qu'il y avait un lien étroit entre ces fameux Blancs du sud des États-Unis et la communauté noire américaine, et si je vous disais que le très haut taux de criminalité de la communauté noire américaine était en fait le fruit d'une culture très ancienne et non pas la conséquence de l'esclavage, et si les comportements problématiques de certains membres de la communauté noire américaine n'étaient pas dus à leurs racines africaines, mais à une toute autre influence. C'est en tout cas ce qu'avance un certain Thomas Sowell, un philosophe et économiste américain. Et il y a des chances pour que ce que vous entendiez ici change assez radicalement votre vision des choses sur certains aspects. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Black Rednecks and White Liberals de Thomas Sowell, du coup. Et c'est de ce que j'ai appris dans ce livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes plutôt du genre à aimer les livres chocs, les auteurs scandaleux et les idées politiquement incorrectes. Alors laissez-moi vous présenter IdeoShock. IdeoShock, c'est une plateforme qui propose des capsules d'environ 25 minutes pour présenter un livre, un concept ou une idée. Il y en a déjà 42 de disponibles et une nouvelle sortie chaque semaine. C'est un projet en constante évolution. On va pas se mentir, de moins en moins de gens lisent. Déjà parce que la lecture a été remplacée par d'autres pratiques, comme la vidéo ou le podcast par exemple, et parce qu'on n'a pas toujours le temps. Et ce que propose IdeoShock, c'est précisément de fusionner la pratique de la lecture avec les nouvelles habitudes de consommation afin de gagner du temps. Alors bien sûr, l'écoute d'un podcast ou d'une vidéo ne remplacera jamais la lecture d'un livre, mais ça reste un outil extrêmement précieux pour y voir plus clair parmi les nombreuses lectures potentielles. Et forcément, si vous suivez mon format « J'ai lu un livre », vous comprenez bien que la démarche d'IdeoShock est vraiment complémentaire avec la mienne. Ce que j'apprécie chez IdeoShock, c'est que les thèmes abordés sont très variés. Science, politique, philosophie, et on peut retrouver des auteurs comme Michel Clouscar, Nietzsche, Dominique Vénère, Jean-Claude Michéa, Roger Scruton ou encore René Guénon, pour ne citer qu'eux. IdeoShock se veut être une contre-école, une plateforme de formation pour développer des arguments afin de remporter la bataille des idées. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour 8 € par mois et ainsi profiter de 10% de réduction avec le code MODIN. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez essayer la plateforme pendant 14 jours. Alors, merci à IdeoShock d'avoir sponsorisé cette vidéo. On passe à la suite. Dans un premier temps, il va falloir qu'on parle des crackers et des rednecks. Alors déjà, les crackers, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des petits gâteaux secs à base de farine, généralement salés, mais qui peuvent également être au fromage. Mais c'est aussi un terme qu'on utilise souvent de manière péjorative pour désigner les blancs des populations rurales les plus pauvres du sud des États-Unis. Et les rednecks, c'est à peu près la même chose. Et ces rednecks, donc ces blancs du sud des États-Unis, ils viennent à l'origine du nord de l'Angleterre et des Highlands d'Écosse. Alors si l'Écosse a énormément progressé pendant le XVIIIe siècle, il faut savoir qu'elle revenait de très loin. Certains observateurs de l'époque rapportent que les habitants d'Édimbourg jetaient par exemple le contenu de leur pot de chambre depuis leurs fenêtres dans la rue. Et à la campagne, beaucoup vivaient dans des abris primitifs avec les animaux. Les observateurs rapportent aussi que la vermine était partout. En fait, pendant des siècles, l'Écosse a été très pauvre, tout comme le Pays de Galles ou l'Irlande. Et les Écossais et les Anglais se menaient des guerres constamment. La violence, la souffrance et les atrocités étaient donc le quotidien, et ce, pendant plusieurs siècles. Le danger était donc partout, tout le temps. Et dans un monde aussi chaotique, faire des plans sur le long terme, ça n'avait pas de sens. Ce que les gens recherchaient, c'était plutôt des plaisirs immédiats et éphémères.
Et cette attitude, ces valeurs culturelles, ils vont les importer avec eux dans le sud des États-Unis pendant la colonisation de l'Amérique et elles vont perdurer. Cette vision à court terme, dans un monde violent comme celui de la Grande-Bretagne de l'époque, il avait du sens. C'était une question de survie. Seulement, ces comportements, dans le nouveau monde dans lequel ils vont s'installer, ils deviennent rapidement gênants. Et une fois installés dans le sud des États-Unis, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne vont pas avoir une très bonne réputation. Parce que le comportement de ces Blancs du Sud était radicalement différent de celui des Blancs des autres régions. Alexis de Tocqueville avait d'ailleurs remarqué ce contraste entre les Blancs du Sud et ceux du Nord dans son très célèbre livre « La démocratie en Amérique ». Mais Tocqueville va en conclure que ces différences étaient dues à l'histoire de l'esclavage. Et il n'est pas le seul à avoir émis cette hypothèse. C'est aussi le cas de l'écrivain Hinton Helper qui a déclaré « C'est l'esclavage et rien d'autre que l'esclavage qui a retardé le progrès et la prospérité de cette partie des États-Unis. » Pourtant, cette théorie peut être facilement mise à mal en regardant l'histoire de plus près. Parce que cette culture problématique et ces retards de développement, ils existaient déjà chez les rednecks. Donc, bien avant l'arrivée des Noirs en Amérique. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu plus en détail de cette fameuse culture redneck. Ce qui caractérise le plus la culture redneck ou cracker, c'est le sentiment de fierté. Une fierté qui ressemblait surtout à une susceptibilité à l'égard de tout ce qui pouvait être interprété, même de loin, comme un affront personnel, combiné à une volonté d'explosion de violence. Chez les crackers, le moindre désaccord pouvait dégénérer en conflit armé impliquant de nombreuses personnes. La violence est omniprésente, mais surtout, cette violence était approuvée socialement. Voici ce que l'historien Grady McWhinney rapporte à ce propos. Une foule se réunissait et créait un ring de fortune. Les participants choisissaient s'ils voulaient faire un combat à la loyale ou bien un combat à la dure. Quand ils choisissaient à la dure, des hurlements d'approbation se faisaient entendre dans la foule. Un jour, l'un des combattants a fini avec le nez dévoré, les oreilles arrachées et les yeux enfoncés dans leurs orbites, pendant que le vainqueur, lui aussi en sang, était porté par la foule. Dans ces combats à la dure, aussi très populaires en Écosse, il était tout à fait acceptable de castrer son adversaire à main nue, par exemple. Bref, on est sur quelque chose d'extrêmement violent. Mais surtout, il faut insister sur un point. Cette violence était approuvée socialement. Et ce rapport à la violence et au meurtre est en fait difficile à imaginer aujourd'hui. Il était par exemple très fréquent que des personnes dangereuses ayant commis des actes de violence, voire des meurtres, soient relâchées. Attendez une minute. Ben non, c'est très facile à imaginer en fait. C'est exactement comme en France. Bref, dans The Cotton Kingdom, Frederick Law Olmsted rapporte ceci. Deux jeunes gens, pourtant amis, suite à une dispute, ont fini par se défier en duel. Les deux sont venus armés de fusils et, après le dernier échange, l'un des deux a été blessé à la cuisse. Le deuxième a jeté son fusil au sol, il s'est agenouillé près de son ami, a sorti un couteau et a commencé à le charcuter. La foule a non seulement permis cette horreur, mais elle a aussi célébré l'assassin qui vit toujours parmi eux et qui s'est même marié depuis. Donc non seulement son acte n'a pas été condamné socialement, mais il l'a même promu. Un autre phénomène très fréquent, qui illustre bien le rapport très particulier des crackers à la vie, c'était celui des courses de bateaux à vapeur. Des courses extrêmement dangereuses qui faisaient régulièrement des morts. En 1838, l'explosion d'un de ces bateaux fit plus de 100 morts, et un autre, à Bâton Rouge, en 1858, tua plus de 400 personnes d'un seul coup. Un autre type de violence pour lesquels les gens du Sud étaient connus, c'était le lynchage. C'est-à-dire un aspect de la culture cracker qui a souvent été mis sur le dos du racisme et de l'esclavage. Pourtant, la plupart des victimes de lynchage dans le sud d'avant-guerre étaient blancs. Et quand je parle du sud d'avant-guerre, je parle donc de la période d'avant 1861, c'est-à-dire le début de la guerre de sécession. Bref, les propriétaires d'esclaves ne pratiquaient pas le lynchage, non pas pour des raisons morales, mais pour des raisons économiques. Un esclave, ça coûte cher. Mieux vaut ne pas trop l'abîmer. Et ce n'est qu'après la guerre civile que les Noirs émancipés sont devenus les principales victimes de lynchage. Les rednecks d'avant-guerre étaient aussi connus pour leur manque d'assiduité au travail et leur incapacité à entreprendre. John Eliot Kearns dira d'eux qu'ils étaient trop pauvres pour posséder des esclaves et trop fiers pour travailler. Les femmes et les enfants faisaient le plus gros du travail, alors que les hommes chassaient ou buvaient. L'alcoolisme était extrêmement répandu chez les hommes, et chez les femmes aussi d'ailleurs. Frederick Law Olmsted parlait d'une pauvreté paresseuse. Mais surtout, il a observé que toutes les entreprises, mais aussi les librairies ou les églises qui fonctionnaient, étaient tenues soit par des Blancs du Nord, soit par des étrangers ou
par des juifs. Toute tentative pour stimuler l'attention apportée aux productions commerciales était inutile. Par exemple, même si le bétail était abondant, les produits laitiers devaient être importés. Il y avait dans leur manière de s'organiser une absence de vision à long terme et ils frôlaient régulièrement la famine. De même, le Sud avait beau posséder énormément de ressources naturelles, notamment en fer et en acier, son développement a pris beaucoup de retard par rapport aux autres régions. Beaucoup de rednecks étaient parfaitement illettrés. Ils ne pouvaient même pas signer de leur nom les documents légaux autrement qu'en faisant une croix. Et sans surprise, le niveau scolaire était catastrophique. Pour vous donner un ordre d'idée, seuls 8% des brevets d'invention délivrés en 1851 venaient d'habitants des États du Sud. Lorsque les soldats ont passé des tests mentaux pendant la Première Guerre mondiale, on a pu constater que leur score était largement inférieur à ceux des Blancs du Nord. Et évidemment, ces différences statistiques entre les Blancs du Sud et les Blancs du Nord ne peuvent pas être expliquées par des théories raciales, le phénomène étant avant tout culturel. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on remarque ces différences statistiques en termes de QI, de résultats scolaires, de réussite professionnelle, etc., les antiracistes vont mettre ça sur le dos de la discrimination raciale et les racistes vont mettre ça sur l'infériorité de certaines races, alors que le problème est très probablement avant tout culturel. D'ailleurs, grâce à ces tests passés pendant la Première Guerre mondiale, on a pu constater que les Blancs du Sud avaient des scores plus faibles que ceux des soldats noirs de l'Illinois, de New York ou de Pennsylvanie. Au niveau des comportements sexuels aussi, il y avait de grandes différences entre les Blancs du Sud et les Blancs du Nord. Les épouses enceintes étaient par exemple extrêmement rares dans le Nord et beaucoup plus fréquentes dans le Sud. Une autre donnée, pour se faire une idée, les filles de Virginie trouvaient en moyenne un mari à l'âge de 17 ans, quand celles du Massachusetts se mariaient à l'âge d'environ 23 ans. Encore une fois, pendant très longtemps, ces différences sexuelles entre le Nord et le Sud ont été mises sur le dos de l'esclavage. Idem pour ce qui est de l'exploitation sexuelle de certaines femmes esclaves. Pourtant, ce type de comportement existait dans la région bien avant l'arrivée de femmes noires. En fait, l'exploitation sexuelle de servantes blanches était déjà quelque chose de très commun. Ce n'est donc pas l'esclavage qui a amené à ces comportements. En revanche, il est vrai qu'après l'arrivée des populations d'esclaves, les esclaves noirs ont remplacé les filles blanches dans le rôle des esclaves sexuels. Au niveau de la pratique religieuse, dans le Massachusetts par exemple, le service religieux était très calme. On pourrait presque dire qu'on était sur quelque chose de l'ordre de la conférence. Une approche très intellectuelle donc. Hackett Fischer, dans Albion Seed, parle des populations du Nord en ces termes. Plus que beaucoup d'autres, ils recherchaient constamment des indices du plan divin dans le monde. C'est cette impulsion qui a donné à beaucoup d'Anglais puritains l'envie d'étudier la nature avec cette intensité si extraordinaire qui a joué un rôle central dans la naissance de la science moderne. En revanche, les représentations religieuses du Sud étaient caractérisées par une approche très mélodramatique et émotionnelle. D'ailleurs, très peu allaient à l'église régulièrement. Ils étaient souvent trop saols le samedi soir et n'étaient pas en condition pour aller à l'église le dimanche matin. Bon, j'imagine que vous avez compris où est-ce qu'on allait avec tout ça. Le moment est donc venu de nous intéresser à la thèse principale de Thomas Sowell. Une grande partie du modèle culturel des rednecks du Sud est devenue l'héritage culturel des Noirs du Sud, bien plus que des survivances de cultures africaines avec lesquelles ils n'avaient pas été en contact pendant des siècles. Et beaucoup d'observateurs de l'époque ont rapporté des points communs entre les Noirs et les Blancs du Sud. Gunnar Myrdal, par exemple, au milieu du XXe siècle, avait remarqué chez les Blancs comme chez les Noirs du Sud une vie de famille désorganisée, une morale sexuelle laxiste, une certaine insouciance et une attitude générale qui faisait penser que la vie était sans valeur et que le crime était au fond pas quelque chose de si grave. Alors avec tout ça, on va pouvoir commencer à remettre les pièces du puzzle dans l'ordre. On l'a compris, les Blancs et les Noirs du Sud ont un héritage culturel commun. Le rapport à la violence en est une des meilleures représentations. La violence dans les communautés afro-américaines étant extrêmement importante. Pour rappel, aux USA, 94% des Noirs sont tués par d'autres Noirs. Et très souvent, ces morts sont dues à la guerre des gangs et à cette fierté mal placée qu'ont en commun les rednecks, qu'ils soient blancs ou noirs. Les Blancs du Sud utilisent de nombreux mécanismes de défense caractéristiques des Noirs. Ils essayent de façon assez typique, et à la manière des Noirs, de surmonter un sentiment d'infériorité par l'exhibitionnisme, le tapage vestimentaire et l'affirmation exagérée de soi. Alors souvenez-vous, beaucoup d'observateurs de l'époque ont rapporté que les seuls commerces qui tournaient bien chez les crackers, c'était les commerces tenus par des Blancs, des étrangers ou des Juifs. Ce phénomène, on va le retrouver chez la communauté noire américaine. Dans les années 20, à Harlem par exemple, il y avait beaucoup de business tenus par des Noirs, mais la majorité
étaient tenus par des Noirs qui venaient des Caraïbes. On retrouve aussi cette propension à ne pas avoir de vision à long terme, à préférer des plaisirs immédiats et éphémères. William Dubois décrivait d'ailleurs ses compatriotes noirs du Sud de la manière suivante. Il est probable que peu de nations pauvres gaspillent plus d'argent par des dépenses irréfléchies et déraisonnables que les Noirs américains, et en particulier ceux qui vivent dans les grandes villes. Des milliers de dollars sont gaspillés chaque année en divertissements de toutes sortes, en ornements divers et en bibelots. On retrouve aussi ce dédain pour l'éducation. Les statistiques le démontrent, les étudiants noirs obtiennent de bien moins bons résultats que les autres. Certains expliquent ce phénomène par des causes génétiques, d'autres par la discrimination. Thomas Sowell, lui, l'explique par la culture. Et à vrai dire, il a des arguments convaincants. Selon les chiffres qu'il donne dans son livre, le QI moyen des Noirs aux États-Unis est d'environ 85, alors que la moyenne nationale est de 100. Pourtant, il y a un autre fait qui est beaucoup moins connu. Les Noirs du Nord ont systématiquement un QI plus élevé que ceux du Sud. Autre fait intéressant, une publication de 2004 prouvait également que la grande majorité des Noirs à Harvard étaient les immigrants ou descendants d'immigrants africains. Pour ce qui est de l'activité sexuelle débridée, bon, on va pas épiloguer, mais vous voyez. Pour ce qui est de la religion et l'approche très mélodramatique et émotionnelle, là aussi c'est assez flagrant. Mais cet héritage culturel, il ne s'exprime pas qu'à travers tous les points qu'on vient de voir. Il s'exprime aussi à travers la langue. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Black English est en fait très proche des dialectes importés de certaines parties de la Grande-Bretagne, d'où venaient les Blancs du Sud. Et cet héritage, on peut le retrouver aussi dans certaines traditions, comme la coutume qui consiste à célébrer un mariage en sautant par-dessus un balai. Une coutume qui a d'ailleurs été remise à la mode dans les mariages entre Noirs comme un marqueur d'identité raciale. Ce qui est pourtant assez ironique parce que cette tradition est d'origine païenne et donc européenne. Bon, mais alors, qu'est-ce qui enferme la communauté noire dans cette culture néfaste? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans les villes du Nord, pendant la première moitié du 19e siècle, bien que certaines barrières sociales entre Noirs et Blancs ont commencé à se mettre en place, les communautés noires de cette époque ont réussi à s'élever économiquement et dans la pratique, il y a eu un relâchement de la séparation raciale pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle. Les communautés noires du Nord ont fini par créer des environnements plus propres et plus sûrs, et leurs relations avec les Blancs se sont ainsi considérablement améliorées. Et puis, il y a eu une immigration massive de Noirs du Sud vers les villes du Nord. En 1900, la moitié des Noirs qui vivaient à New York étaient nés en dehors de l'État. Et les comportements de ces Noirs du Sud vont beaucoup choquer. Ils seront jugés, que ce soit par les Blancs ou par les autres Noirs, comme étant vulgaires, turbulents, sales et criminels. Progressivement, la ségrégation reprend de plus belle. À Washington, par exemple, les Noirs ne sont plus autorisés à aller dans les restaurants ou les hôtels. Et plus tard, dans les années 40, beaucoup de Noirs du Sud ont continué à migrer vers le Nord, offrant ainsi à leurs enfants une meilleure qualité d'éducation et de meilleures opportunités d'emploi. Avec les années, beaucoup de ces familles ont cessé d'être des Black Rednecks en s'adaptant à leur nouvel environnement. Et de nouveau, les barrières raciales ont commencé à s'effondrer après la Seconde Guerre mondiale. Bref, le constat est très simple. Plus les Noirs s'éloignent de cette culture Black Redneck, et mieux ils s'intègrent à la société américaine. Il faut aussi savoir qu'avant les années 60, les hommes noirs avaient certes déjà un taux de criminalité plus élevé que les autres, mais ce taux était en train de décliner drastiquement. Et puis le système judiciaire va décliner et perdre en efficacité, et puis il y aura l'émergence de l'État-providence américain. Et ces deux éléments-là vont permettre à cette culture Black Redneck de perdurer. Parce que cet État-providence permet en fait d'éviter beaucoup des conséquences douloureuses de ce mode de vie Black Redneck. Mais l'État-providence n'est pas la seule chose qui maintient la tête sous l'eau d'une partie des Afro-Américains. Le plus grand problème, ce sont les intellectuels libéraux. Pour Thomas Sowell, les Noirs sont devenus les mascottes des intellectuels libéraux. Alors attention ici, quand j'utilise le terme libéral, je l'utilise dans le sens américain, donc l'équivalent en français serait plutôt gauchiste. En encourageant l'exaltation de l'identité noire, ils ont enfermé la communauté noire dans cette culture pourtant si néfaste, cette culture Black Redneck. Les libéraux blancs ont pris l'habitude de rejeter sur les autres la responsabilité de tout ce qui concerne les Noirs. Si les Noirs ne réussissent pas les examens du barreau ou les examens médicaux aussi souvent que les Blancs ou les Asiatiques, cela prouve, selon de nombreux libéraux blancs, que quelque chose ne va pas dans ces examens. D'ailleurs, les libéraux vont souvent expliquer des choses comme
Les programmes des universités ont une logique trop blanche et c'est ça qui empêche les étudiants noirs de réussir, par exemple. Alors que ce n'est pourtant pas un problème pour les étudiants asiatiques. Ce qui est assez étrange puisque les noirs vivent dans cette société blanche depuis des siècles, contrairement aux asiatiques qui, eux, viennent à peine d'arriver. Pour les libéraux, tous les problèmes actuels des Noirs seraient dus à l'esclavage. Pourtant, dans les faits, les cambriolages, par exemple, dans la communauté noire, ont beaucoup augmenté entre le début et la fin du XXe siècle. Pourtant, les Noirs de ce début de XXe siècle n'étaient qu'à une génération de l'esclavage. Et le fait que plus on s'éloigne de la période de l'esclavage et plus les comportements de la communauté noire s'aggravent, ça remet totalement en question l'hypothèse d'un racisme systémique. Le problème est ailleurs. Ce que Thomas Sowell dénonce, c'est le fait que beaucoup d'intellectuels, que ce soit des politiciens ou des célébrités, des juges ou même des professeurs d'université, encouragent la perpétuation de ce mode de vie contre-productif et destructeur dans la communauté noire américaine, alors qu'il faudrait au contraire chercher à détruire cette culture. Parce que oui, c'est bien ce que préconise Thomas Sowell, anéantir cette culture black redneck chez les Afro-Américains. Parce que cette méthode a déjà fait ses preuves. Après la guerre civile, de très nombreux professeurs de Nouvelle-Angleterre sont allés enseigner aux Noirs. Et l'une de leurs principales motivations était justement de les débarrasser de cette culture redneck néfaste. Résultat, une proportion extrêmement importante de l'élite noire américaine du pays vient de ces écoles. Le problème est qu'aujourd'hui, au lieu de célébrer le succès de ces individus, les médias célèbrent les pires aspects de la culture afro-américaine, au point qu'un noir aux États-Unis qui réussit à l'école peut être accusé d'agir comme un blanc, de renier son identité. Et tout le problème est là. Les libéraux propagent un discours selon lequel la société blanche est incorrigible et que tout effort de la part de la communauté noire pour améliorer sa situation, en améliorant son éducation ou ses qualifications, est inutile. Et les médias, pour rendre hommage à la communauté noire, promeuvent la culture rap et tout particulièrement le gangsta rap. Des artistes qui sont parfois glorifiés par les intellectuels blancs qui ont pourtant un rôle excessivement néfaste sur la jeunesse noire parce qu'ils encouragent la violence, la sauvagerie, la malhonnêteté, les plaisirs à court terme, le matérialisme. Ils propagent ces comportements qui sont pourtant précisément ce qui fait souffrir la communauté noire américaine. Et quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute des autres. Quand il y a une émeute dans la communauté noire, c'est à cause des blancs. De même, quand la police intervient, on se dit qu'ils ont usé d'une force excessive. Quand ils n'agissent pas, on dit qu'ils ont laissé tomber la communauté noire. Et concrètement, les idées des libéraux, une fois mises en pratique, ne mènent qu'à des catastrophes. Souvenez-vous, après la mort de George Floyd, par exemple, à Minneapolis, la police a cessé d'être financée. Et sans surprise, ça a été une catastrophe absolue. L'absence de la police ayant bien évidemment laissé le champ libre aux criminels et aux émeutiers. Qui aurait pu prévoir de telles retombées? À peu près tout le monde, sauf les libéraux. Ce qui enferme la communauté noire américaine dans sa condition, c'est donc une conception erronée de l'histoire, mais également cette croyance folle que leur mode de vie préserve une certaine identité noire et que, pire encore, s'éloigner de cette culture pour s'intégrer à la société américaine, c'est faire le blanc, ou bien être un traître à sa race. Pourtant, la seule chose qu'ils perpétuent, c'est une culture redneck, issue d'une culture européenne archaïque. Et il suffit d'aller faire un tour en Afrique pour constater que cette culture black redneck est typiquement américaine et qu'elle n'existe pas sur le continent africain. Bien qu'avec le rap, le cinéma, la mode et les médias, cette culture black redneck se propage un peu partout alors qu'elle n'a pourtant pas grand-chose de bon à apporter au monde. Encore un grand merci à Ideo Shock d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec le code MODIN, vous pouvez profiter de 10% de réduction. Je vous mets le lien en description.